Maintenant, donner la parole à Martine Ferrandière de Tours, qui va nous parler des aspects techniques et pratiques de l'Anaconda et les positions dans une unité de réanimation chirurgicale. Martine, nous t'écoutons, merci. Merci beaucoup. Oui, on va revenir à des choses beaucoup plus terre à terre et on va parler un petit peu de technique. Et puis du positionnement dans notre CHU, puisqu'on a essayé de colliger un petit peu ce qui était fait actuellement avec cette sédation allogénie. Alors au départ, on va parler un petit peu de matériel. Donc si vous êtes d'accord avec moi, en pratique, au départ, vous partez de ça, c'est-à-dire un filtre échangeur d'humidité et antibactérien antiviral ou un humidificateur chauffant. Première petite partie de la réponse pour Marc, c'est que on ne peut pas utiliser l'Anaconda avec un humidificateur chauffant. Et donc on va remplacer ces deux dispositifs par un filtre Anaconda. Deuxième partie de la réponse pour Marc, il existe aujourd'hui deux types de filtres halogénés pour l'Anaconda. Un filtre, on va dire, historique, qui est le filtre du haut, qui avait un espace mort de 100 ml. Effectivement, il n'autorisait des volumes courants que supérieurs à 200 ml. Il existe depuis peu un petit filtre avec 50 ml d'espace mort qui, cette fois-ci, nous autorise à utiliser des volumes courants de 200 ml. Celui-ci vise à remplacer l'ancien et je pense qu'il réglera une partie des problèmes de ventilation avec des petits volumes courants. Les recommandations du fabricant sont de l'échanger toutes les 24 heures. On pourra discuter dans la salle de vos pratiques. Il nous arrive très largement de les laisser 48 heures, mais jamais, jamais au-delà. Comment c'est construit? Eh bien, vous avez donc la partie qui donc permet aux patients d'être ventilés, que vous voyez ici, et puis un filtre antibactérien antiviral et un filtre à charbon actif qui va donc capturer les molécules d'halogénés pour les redistribuer à l'inspiration suivante. Nous allons voir ça sur ce petit film. Donc, la position de l'Anaconda, c'est sur le circuit de ventilation entre le patient et la pièce en Y. La seringue électrique qui va permettre de pousser l'halogéné dans sa phase liquide à travers un micro-évaporateur qui va transformer l'halogéné en phase liquide, en phase gazeuse. Et le volume courant inspiré, propulsé par le respirateur, va donc emmener ces vapeurs d'halogéné vers les alvéoles du patient. Une très faible partie va être capturée dans le poumon, absorbée dans le poumon, mais au final, la majeure partie de ces vapeurs d'halogéné va revenir dans le filtre Anaconda avec le volume courant expiré et donc repartir dans le circuit respiratoire du patient. C'est là qu'intervient en partie le filtre à charbon qui va capturer l'humidité, les molécules de vapeur d'eau, ainsi que, en pratique, plus de 90% de l'halogéné qui est expiré. Vous avez également, pour compléter le dispositif, le filtre et donc évidemment à l'inspiration suivante, eh bien, le volume courant va emporter ces molécules d'halogéné qui sont capturées dans le filtre à charbon pour les réenvoyer dans le poumon du patient. Et donc pour compléter le dispositif, vous avez un filtre antibactérien et antiviral. Et donc, finalement, cette recirculation des molécules qui sont capturées dans le filtre à charbon va permettre de n'avoir comme nécessité que de réinstiller dans le circuit 10% d'halogéné à chaque inspiration. Et au final, ce petit dispositif va vous remplacer ce que nous connaissons en anesthésie, c'est-à-dire la cuve à Cevo, le cycle qui permet, le système, le canister qui permet de récupérer le CO2 et le filtre humidification, le filtre antibactérien. L'avantage avec l'absence de canister, c'est qu'il n'y a pas de fabrication du composé A et donc moins de risques, on va dire, toxiques. Alors là, on a vu la partie vraiment filtre Anaconda, et puis pour pouvoir injecter le sévofurane en phase liquide dans le circuit, eh bien, il vous faut un pouce-seringue électrique avec la possibilité des réglages que vous voyez notés sur cette diapositive, et puis une seringue. Alors cette seringue, elle est spécifique. Vous ne pouvez pas utiliser une seringue pour IV classique. Elle est spécifique pour deux raisons. Elle a un matériau spécifique qui permet de ne pas d'être compatible avec l'halogéné en phase liquide, c'est le polypropylène. Et puis elle a une connectique spécifique qui permet de la fixer uniquement sur le filtre Anaconda et de ne pas avoir de risque d'injecter ce produit
dans les voies veineuses du patient. Il vous faut bien évidemment des halogénés, donc vous pouvez choisir celui qui a votre préférence. Et puis pour pouvoir remplir votre seringue, vous avez besoin d'un petit dispositif qui va vous permettre de relier votre seringue au flacon d'halogéné. Ce dispositif est spécifique de marque et spécifique de l'halogéné. Pourquoi on ne peut pas utiliser de desflurane? Alors, il y aurait peut-être plusieurs avantages. Son point d'ébullition est bas et son administration par un pouce seringue serait totalement impossible. Enfin, son coefficient de partage gaz-sang étant très bas, il est très volatile et là encore, la rétention par le filtre à charbon serait impossible, rendant son utilisation avec le dispositif Anaconda impossible. Il nous reste donc 2 halogénés utilisables, le Cevo et l'ISO. Nous avons, nous, fait le choix du Cevo. On pourra en rediscuter avec Erwan tout à l'heure. On a introduit le dispositif après un asthme aigu extrêmement sévère qui nous a fait amener du bloc opératoire une machine du bloc pour pouvoir induire ce patient. Et donc la possibilité de faire une induction avec le Cevo nous a paru intéressante et nous a donc incité à garder cet halogéné. Je pense en plus que dans une réanimation, moins vous avez de choses qui diffèrent, moins vous plus vous limitez les risques. Et donc je pense qu'il ne faut pas forcément mettre 2 halogénés dans la réanimation disponible. Et donc nous avons fait le choix unique du Cevo. Pour nous qui sommes un centre de transplantation hépatique, il a aussi d'autres intérêts. Il est un petit peu moins arythmogène avec un couplage des voies de conduction auriculo-ventriculaire moindre et donc moins de tachycardie de réentrée. Il n'y a surtout pas de dérivés trifluoroacétylés qui sont produits avec le Cevo. Et vous savez que ces dérivés, malheureusement, ont été responsables, peut-être dans des études un peu plus historiques, mais d'hépatites fulminantes extrêmement graves qui n'avaient comme conséquence que la transplantation, comme solution que la transplantation hépatique. Enfin, il y a moins d'effets sur le QT, et là encore, les allongements du QT et les problèmes avec le QT sont assez fréquents en transplantation hépatique. Et enfin, des dernières études ont prouvé que certaines équipes faisaient du préconditionnement au Cevo pour améliorer la récupération hépatique après des chirurgies hépatiques majeures. Et là encore, ça nous a paru intéressant. Bien évidemment, et ça, Erwan nous en parlera, je pense, beaucoup plus, il y a un gros avantage de l'isoflurane, c'est qu'il permet, avec le système Anaconda, un recyclage absolument optimal et donc permet une diminution forte des consommations. On a vu la partie administration de l'halogéné. On va voir maintenant comment on va monitorer ce dispositif et notre sédation. Donc on peut le monitorer de plein de façons. Il nous faut un analyseur de gaz. On peut choisir un analyseur déporté de notre système de monitorage. Donc je vous ai illustré ici un système aspiratif qui est le Vamos de chez Drager. Il faut absolument connaître les caractéristiques quand même de votre analyseur, parce que celui-ci par exemple va être aspiratif à 200 ml. Donc c'est quand même important de le prendre en compte. Et puis, vous pouvez aussi avoir des modules maintenant qui sont intégrés dans nos systèmes de monitorage dans nos scopes. En tout cas, pour renvoyer l'halogéné, les vapeurs d'halogéné vers notre analyseur de gaz, il va nous falloir une chose essentielle, qui est cette ligne de prélèvement. Cette ligne de prélèvement, là encore, elle est spécifique. Elle est spécifique par son matériau et elle est aussi spécifique par sa longueur. Et on ne peut pas la remplacer, enfin, je pense qu'il n'est pas souhaitable de la remplacer par une ligne standard. Et puis ce petit dispositif qui est la ligne Nafion, que nous n'utilisons pas personnellement, mais qui peut s'interconnecter, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, qui peut s'interconnecter entre le filtre Anaconda et la ligne de prélèvement, et qui diminue la condensation, et donc probablement facilite les mesures, parce qu'effectivement, au fur et à mesure des heures et des jours, vous avez de la condensation qui apparaît dans la ligne de prélèvement, et qui peut fausser les mesures ou les rendre plus complexes. Alors maintenant, ce monitorage, il est un petit peu différent de celui du bloc et les données que nous avons sont un petit peu différentes des données que nous avons au bloc. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la FE halogénée est supérieure à la FI halogénée. C'est une partie importante pour comprendre comment on peut monitorer ce dispositif et cette sédation. Nos dispositifs d'analyse de gaz enregistre et monitore la FE et la FI à la fin de l'expiration et à la fin de l'inspiration. Or, le dispositif Anaconda va propulser un peu plus de gaz halogéné au tout début de l'inspiration. La cinétique est très très rapide, ce qui fait que quand vous mesurez à la fin de l'inspiration, le pic a disparu et vous ne l'enregistrez plus. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que
la donnée qui correspond à la concentration alvéolaire de l'halogénée, donc la donnée que l'on monitore quand on veut surveiller cette sédation, eh bien c'est la FE halogénée. C'est elle qui correspond à la concentration alvéolaire. On a parlé de la façon d'administrer le médicament, l'halogéné. Bien évidemment, quand on parle d'halogéné, on parle de sécurité environnementale. Et donc, pour optimiser cette utilisation et on va dire diminuer ou supprimer les craintes des personnels de la réanimation, eh bien, on essaye d'évacuer les gaz issus du ventilateur dans un filtre que vous avez ici, qui absorbe donc tout ce qui sort du ventilateur avec un système, un tuyau qui relie donc votre ventilateur. Alors, vous avez plus ou moins, en fonction des marques de vos ventilateurs, besoin de cette pièce. Et puis donc tout ce qui sort du ventilateur est recueilli dans cet adsorbeur. Si vous voulez être absolument parfait, vous pouvez également renvoyer dans cet adsorbeur ce qui sort de votre analyseur de gaz par ce dispositif qui est là et cette pièce hantée qui est ici. Alors est-ce que avec tout ça, on a une vraie sécurité environnementale? Je vous ai mis ici l'étude de Saquet qui a donc montré que vous voyez pour une utilisation de jour, eh bien en termes de ppm, vous avez très peu d'halogéné. Alors là, c'était de l'isoflurane qui est retrouvé dans l'environnement et en tout cas bien inférieur aux normes et aux limites qui sont demandées dans 3 pays qui sont cités ici. Comment on le met en route? Alors, une fois que vous avez vérifié tous les branchements, vous avez allumé votre moniteur d'halogéné, que votre pousse-seringue est en place, que votre seringue est en place, que vous avez vérifié la position de votre anaconda, eh bien, on fait une purge de 1,5 ml qui va donc envoyer, en fait, qui va juste combler l'espace qu'il y avait dans la tubulure et qui va donc permettre à l'halogéné d'arriver dans le micro-évaporateur. Et puis ensuite, eh bien, pour l'entretien, au départ, historiquement, on avait sur la notice de l'anaconda le nomogramme de Belda qui nous permettait de régler la vitesse du pouce-seringue sur le volume minute du patient. On s'est très vite rendu compte qu'il était aussi important dans une unité de réanimation de rester très clinique et on monitore également le BPS, le RATS, la FET halogénée, la CAM. Et puis toutes ces données sont aussi variables en fonction de l'adjonction ou pas d'autres médicaments. Est-ce que cette sédation est votre seule sédation ou est-ce que vous ajoutez autre chose, en particulier par exemple des morphiniques, si votre patient a besoin d'une analgésie supplémentaire. Notre habitude, et on pourra en discuter, c'est de monitorer tout ça, cette clinique, cette fête, et de rajouter systématiquement quand nous utilisons les halogénés le BIS. Et en fait, on titre sur tout ça, la clinique et le BIS et la fête, bien sûr. Et finalement, les vitesses d'entretien que l'on retrouve habituellement et que l'on utilise habituellement, eh bien, sont pour l'isoflurane entre 2 et 7 ml/h. On vise des fêtes entre 0,2 et 0,7 et pour le CEVO entre 4 et 10 ml/h et on vise des fêtes entre 0,5 et 1,4. Alors comment on l'utilise au CHU de Tours? Et je pense que là on va ouvrir le débat. Au CHU de Tours, nous avons 5 réanimations, si je ne compte pas la réanimation pédiatrique. Et finalement, cette sédation halogénée par anaconda est, on va dire, protocolisée dans 2 réanimations et beaucoup plus épisodique dans les 3 dernières. Concernant notre unité de réanimation chirurgicale, nous avons débuté cette sédation en 2008 et je vous le disais, après un asthme aigu grave qui nous a incité à aller chercher donc, le respirateur d'anesthésie pour ventiler le patient. Et au départ, nos indications dans les 2 unités étaient quand la sédation, notre sédation habituelle, était insuffisante. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, les choses ont un petit peu changé. Je vous l'ai dit, on utilise dans les 2 unités, alors là on a fait une petite analyse rétrospective de ce qu'on a fait sur 2015 et 2017. Donc on utilise dans nos 2 unités exclusivement le sévoflurane et on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, en ventilation contrôlée, mais aussi, parce que le réveil est finalement extrêmement rapide, on peut se permettre de gérer la phase de réveil en VSAI. Alors c'est vrai, ça change un tout petit peu les concentrations, on a des variations qui sont un petit peu brutales, mais qui au final, sur le plan clinique, ne changent rien. On utilise systématiquement sur notre circuit un système clos d'aspiration et on monitore systématiquement donc les halogénés en fonction des 2 unités, soit avec des systèmes en mainstream, soit en side ou en microstream. Initialement,
Le dispositif était monté par les médecins anesthésistes. Et puis, au fur et à mesure des enseignements, de la formation, de l'utilisation et du fait que nos infirmières, maintenant, l'utilisent très largement et n'ont plus cette crainte de le monter, actuellement, c'est les infirmières dans les 2 unités qui montent le dispositif, bien sûr, sur prescription médicale. Sur quoi on titre l'entretien? Je l'ai déjà un petit peu abordé. On le titre sur les objectifs de BBS, de RAS, mais également dans notre façon de faire de BIS. Et puis vous voyez que quand on regarde les 2 unités, on n'a pas tout à fait les mêmes pratiques. Dans l'unité de réanimation chirurgicale où on n'a quasi pas de cérébrolésés, on a beaucoup moins de surveillance du Glasgow et de la PIC, alors que nos collègues de l'unité de réanimation neurochirurgicale, eux, le monitorent. Et donc je pense que c'est là qu'on va pouvoir parler tout à l'heure, c'est que nos collègues l'utilisent sur des patients cérébrolésés. Voici un peu les indications que nous avons pu avoir. Donc, vous voyez, on a eu une population sur cette période, on a eu 9% de patients toxicaux. Pour ces patients, c'est vraiment une aide extrêmement importante quand on n'arrive vraiment pas à les sédater, malgré l'adjonction de tout un tas de molécules. Et vous voyez que c'est essentiellement l'agitation, elle a été observée dans l'unité de réanimation chirurgicale. Ici, autre, c'est vraiment nos patients protocolisés et c'est en train de monter en puissance. Des patients désadaptés du respirateur, on a à peu près la même proportion dans les 2 unités. Et par contre, les objectifs de BIS non atteints, c'est essentiellement l'unité de réanimation neurochirurgicale qui a démarré cette sédation halogénée sur ce critère-là. Quels sont les patients que nous avons traités ces 2 dernières années avec ce dispositif? Vous voyez que c'est quand même des patients un petit peu sévères, avec un âge médian de 53 ans, un IGS à 45 plus ou moins 15, un SOFA à 8 plus ou moins 3. Et puis vous allez retrouver assez rapidement l'origine des patients, puisque bien sûr l'unité de réanimation neurochirurgicale a essentiellement traité des patients avec des hémorragies intracérébrales ou des traumas crâniens graves. Peu parce que c'est une unité de réanimation neurochirurgicale médicale. Et il y a une autre unité de neurotraumatologie. Et puis tous les autres patients, c'est la réanimation chirurgicale avec, vous voyez, des patients en choc, en détresse respiratoire, des patients avec des polyintoxications, des injections de caustique, des pancréatites et des polytraumatisés. La plupart de nos patients, comme vous le voyez, 95%, l'initiation a été faite en relais d'une autre sédation et on a donc une très faible proportion de patients pour lesquels cette sédation a été mise d'emblée. C'est de plus en plus le cas maintenant, encore une fois, à cause des protocoles que nous avons mis en place. La durée d'utilisation, elle est assez longue, puisque on est à 92 heures en moyenne, ce qui correspond à 4 jours, et avec, vous voyez, une grande variation, puisque ça passe de 4 heures à 12 jours. Et l'équipe qui sédate le plus longtemps avec le dispositif, c'est l'unité de réanimation neurochirurgicale. Quels ont été nos faits de CEVO moyennes observées pendant ces périodes? Eh bien, vous voyez qu'on est entre 1, 1, 2, vous voyez, ici on est à J1 et on monte vers J12. Bien évidemment, ça s'épuise puisque des patients ne sont pas tous sédatés 12 jours. Mais voilà, on reste à peu près stable sur le temps de la sédation. Avec quoi on l'utilise? On l'utilise seul de temps en temps. Alors ça, c'est essentiellement notre unité. Encore une fois, en vert, c'est la réanimation chirurgicale. En orange, la réanimation neurochirurgicale. Nos collègues l'utilisent vraiment en plus de leur sédation pour leurs patients les plus sévères. Et donc, nous l'utilisons de temps en temps seul, de temps en temps en association avec le rémifentanil et essentiellement en association avec le sufentanil. Le motif d'arrêt, 100% des patients, c'était parce qu'on considérait qu'il fallait les réveiller. Est-ce qu'on l'a arrêté pour d'autres raisons? On a eu 2 cas de suspicion d'hyperthermie maligne avec un tableau assez typique, en tout cas le paraissant au départ, qui nous a fait arrêter la sédation. Ça n'a pas été confirmé, l'hyperthermie maligne n'a pas été confirmée. Quels ont été les incidents? On change quand même de temps en temps les fils quand les patients sont extrêmement sécrétants. Le TCO2, quand vous monitorez le TCO2 en plus de l'halogéné, de temps en temps, il y a pas mal d'eau dans la tubulure et donc ça rend un peu plus difficile l'analyse de l'ETCO2. On a eu quelques cas d'hypercapnie quand on utilisait donc des anacondas avec des espacements un petit peu plus importants quand on n'y prenait pas attention. On n'a jamais eu d'incident où la seringue d'halogéné a été branchée sur les voies veineuses. Il faut prendre garde à bien anticiper le changement de seringue,
parce que si vous n'avez pas d'autres sédations associées, le patient va se réveiller très vite. Et si l'infirmière est occupée dans la chambre d'à côté quand la seringue se termine, alors soit il faut anticiper le relais, soit il faut être vigilant là-dessus. Et puis on a eu bien sûr des cas de polyurie, je n'en parlerai pas trop parce que c'est en fait l'objet de l'étude qui va être fait, mais on a eu des cas de polyurie sans conséquence sur la fonction rénale de nos patients, si encore une fois on y prend garde et qu'on la suit. Alors en conclusion, pour nous en tout cas, la technique est simple, elle est efficace, la courbe d'apprentissage a été rapide, le coût, on a plusieurs études, mais là encore je pense qu'Erwan pourra nous en parler. En pratique, il y a des études qui disent que le coût est un peu supérieur, d'autres études qui nous disent que le coût est au minimum identique. Finalement, on n'a pas vraiment d'études qui nous parlent du coût quand on prend en compte la diminution de la durée de ventilation et la durée de sédation. Et en fait, nous, nos indications sont très clairement passées de l'échec de la sédation standard en systématique sur des cohortes définies. Et là, actuellement, on l'utilise, Jean-Michel, tu le fais sur l'ESDRA, et nous, vu notre population, on le fait sur tous nos malades insuffisants hépatiques. Et donc, ça sera aussi l'objet d'une étude, parce que je pense que ces patients, les benzodiazépines, franchement, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, on l'utilise dans cette population. Je vous remercie de votre attention. Super, merci beaucoup. Des questions pour Martine? C'est clair pour vous? Non, il n'y a pas de questions, elle ne marche pas. Est-ce que vous avez une expérience en pédiatrie? Parce que nous, on le fait chez des enfants. Après, on est vite coincé par l'espace mort qui est pour des petits enfants et rédhibitoire. Alors, on a imaginé contourner le problème en mettant l'anaconda sur la branche inspiratoire et en mettant un filtre humidificateur sur la branche expiratoire. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on consomme énormément de CO, mais ça marche. Est-ce que vous avez une expérience de ça ou est-ce que vous avez d'autres idées pour le faire chez l'enfant? Alors, personnellement, je n'ai pas d'expérience de ça parce que je travaille dans une unité de réanimation purement adulte. Nous avons il y a des données dans la littérature, hein, il y a quand même quelques études faites chez l'enfant qui montrent qu'effectivement les gens l'ont utilisé. Moi, je n'ai pas d'expérience, donc voilà. Après, sur des grands enfants, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Peut-être sur des tout petits, effectivement. Un peu plus, essentiellement avec le petit filtre, vous aurez peut-être plus d'enfants qui vont pouvoir être éligibles à la technique. Avec l'anaconda actuel, on ne peut pas le raccorder à des circuits pédiatriques, ça s'adapte pas, mais sur des circuits, quand ils sont assez grands pour avoir un circuit normal, un circuit adulte. Nous avons reçu une question venant de la salle. Lorsque tu as parlé du nouveau dispositif Anaconda, tu as dit que ça permet un volume courant maximum de 200 ml, peut-être qu'on a mal compris. Ça voudrait dire que tous les patients seraient ventilés avec ce volume courant? Non. On a peut-être mal compris. Ah oui, alors je me suis peut-être mal exprimée. On ne peut pas descendre en dessous. Voilà, tout à fait. Ça autorise, voilà, tout à fait. C'est clairement une limite, je vais répondre maintenant. On a quelques patients en ARDS très hypercapniques, chez qui c'est la limite de la technique, on ne peut pas. Je ne suis pas persuadé qu'il faille mettre une épuration extracorporelle de CO2 pour pouvoir faire des halogénés parce que c'est l'escalade. Mais moi qui ai une tolérance à la capnie qui est relativement large, et en dehors de vieux HTAP, etc., on s'en fout un peu, c'est rarissime. C'est rarissime. Mais ouais, il y a un patient sur 20 sur lequel on n'y arrive pas parce qu'ils sont à 100 capniques. Mais c'est anecdotique. C'est anecdotique. En fait, nous, on a plutôt trop d'humidification que pas assez. Alors, j'ai du mal à répondre à ta question. Oui, juste un petit commentaire. Je ne suis pas complètement d'accord avec Jean-Michel, mais c'est pas grave, on s'aime bien quand même. Nous, on a dû essuyer un problème majeur avec un anaconda, d'ailleurs qu'on a publié en cas clinique, où on a ventilé un patient qui était un peu compliqué à ventiler avec un asthme sévère et c'était en réanimation médicale. Et on a eu la surprise de constater
des dégâts neurologiques assez importants parce que ce patient a développé en cours de route une hypercapnie extrêmement sévère puisqu'on avait trouvé une isocorie d'apparition brutale qui a spontanément disparu lorsqu'on a viré l'anaconda et qu'on l'a mis en ventilation conventionnelle. Donc ça existe, il faut se méfier, faites attention. Il y a des cas, il y a des fois où, alors est-ce que c'est parce qu'on était en début d'utilisation de ce dispositif, en tout cas, on peut avoir des problèmes d'hypercapnie qui peuvent être extrêmement sévères jusqu'à entraîner des lésions neurologiques. Donc c'était juste un commentaire. Et puis Martine, j'étais étonné sur ta fraction expiratoire de sévoflurane que j'ai trouvé extrêmement élevée par rapport à la littérature initiale, mais maintenant je suis un vieillard, donc la littérature de là-dessus, je l'ai lu il y a 15 ans, où j'avais l'impression qu'on avait des valeurs de FE T qui étaient, pour le sévoflurane en tout cas, plutôt vers 0,4, 0,6. Et moi j'étais extrêmement surpris d'ailleurs de voir que ces patients, ils dormaient dans cette littérature-là avec rien par rapport à ce qu'on leur donne en opératoire d'anesthésie. Avec un réveil extrêmement brutal, ça c'était intéressant, mais comment tu expliques que tu aies une telle importance dans l'étude rétrospective, dans la partie rétrospective, dans les papiers initiaux qui ont, j'ai oublié les auteurs parce que ma mémoire me joue des tours, comme disait Jeanne Moreau, mais j'avais des données comme ça mémorisées avec de l'ISO à 0,2, 0,3, donc juste la fraction expiratoire où ils vont se réveiller quand on fait de l'anesthésie. Et puis pour le sévoflurane, on était un peu plus haut, ce qui est normal. Et on était plutôt vers 0,4, 0,6. Toi, tu montes des chiffres à 1,2. Donc c'était juste pour savoir pourquoi tu expliques ça. Mais je me demande si en fait au départ, les papiers n'ont pas été publiés sur des séries où la sédation devait être extrêmement profonde. Et finalement, on va plus maintenant sur des sédations beaucoup plus légères. Mais on va dire que les papiers historiques, on a essentiellement essayé de sédater les patients très profondément. Je ne sais pas si l'explication est la bonne. Je sais pas, effectivement, on a des FE qui sont plus près de 0,6 hein, de toute manière. Et c'est piégeux. Je me disais que je connaissais cette voix, qui est la seule qui est capable à peu près de dire on n'entend rien. Mais avec la barbe, je m'étais fait piéger. Même au bout de 30 ans, il arrive encore à nous surprendre. On est à peu près dans ces ranges-là, 0,6, 0,7. Je pense que nous, dans la partie rétrospective, on a le gros poids de l'unité là, j'ai vraiment poulé les résultats de l'équipe de neurochirurgie qui, eux, vraiment, l'ont utilisé pour des vrais problèmes, pour des patients qui n'arrivaient pas à avoir leurs objectifs. J'ai oublié de dire qu'ils monitorent également le Doppler transcrânien, puisqu'on a parlé de la vasodilatation, donc ils le font quotidiennement. Donc vraiment, c'est très très encadré, c'est effectivement chez eux protocolisé. Mais eux, ils ont vraiment de vraies difficultés de sédation, et c'est en plus de leur sédation complète, habituelle et standard, on va dire, intraveineuse. Ce que tu dis est important, si on fait sur du cérébrolésé, à mon avis, il faut que ce soit hyper carré, parce que c'est probablement pas l'indication la plus favorable. Il y a quand même un papier dans la littérature qui montre qu'ils ont eu des soucis hémodynamiques notamment, parce que comme ça fait monter la pique et que ça fait baisser la pression, au bout d'un moment, c'est pas bien compatible. Donc si vous voulez jouer, il faut jouer avec du monitorage multimodal. Ils mettent vraiment ceinture et bretelles, et tous ces patients-là sont vraiment... Lionel Velli, qui s'est intéressé un peu au truc, qui connaît un peu les cérébrolésés, et pas un grand fan. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Plus que de la preuve, c'est qu'ils le font. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment encadrer la prescription d'une surveillance rapprochée. Est-ce qu'il y a quand même des données factuelles de ce qu'on peut en attendre en gros, si moi je me pose la question de l'intégrer demain en réanimation, qu'est-ce que je vais gagner avec ça par rapport à la sédation que je fais ? Il y a effectivement dans la RDS peut-être des pistes, mais là actuellement, qu'est-ce que je vais gagner à part devoir racheter du matériel, former des gens ? Alors, je pense que Jean-Michel l'a vraiment dit, une qualité de réveil. Moi, ce que j'observe, c'est une vraie qualité de réveil différente. Ah oui, qualité, rapidité de réveil. Et maniabilité de la sédation, je rajouterais. Exactement, c'est ça. Il y a des choses théoriques. Moi, j'ai pas de notion qu'il y ait j'ai pas de notion qu'il y ait des données factuelles sur la base du délirium. Moi, je n'ai que des données je n'ai que des données d'expérience clinique et vraiment les patients que l'on sédate avec les halogénés se réveillent beaucoup plus calmement et surtout rapidement et calmement et vraiment la qualité du réveil elle est importante. Lorsque les patients se baladent, ils vont au scanner, l'artériaux, tout ça, à ce moment-là, vous switchez sur quoi vous partez avec lui ? On part avec.
L'autre intérêt en neuroréanimation, c'est la sédation quand on est au maximum de notre morphinique, notre benzodiazépine. Et là, le match, on peut se poser la question surtout on le fait à des épisodes, non pas les périodes aiguës, mais à distance, entre tu as le thiopental éventuellement qu'on peut rajouter, ou des halogénés. L'inconvénient du thiopental, quand on les met au thiopental, on est sûr d'avoir la pneumopathie quelques jours plus tard. Donc là aussi, ça n'a pas été évalué, mais on a l'impression, voilà, dans le choix, dans le discernement. Super. Merci beaucoup.